Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel type de gestion existe et quel type de gestion vous correspond le mieux lorsqu'il s'agit de souscrire à un PER ou un contrat d'assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Gfineo. On a le plaisir d'accueillir également Christophe Olivier. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général de MyPension Expert. Alors on va essayer de comprendre avec vous deux déjà tous les types de gestion qui peuvent exister sur un PER ou une assurance vie et ensuite ceux qui peuvent correspondre en fonction des profils. On s'amusait avant l'émission à les citer. Christophe Olivier, vous alliez même jusqu'à citer les moins connus. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Moi j'ai noté qu'il existait la gestion libre, la gestion déléguée, la gestion pilotée, la gestion pilotée à horizon. On reviendra peut-être sur la différence entre tous ces types de gestion. J'ai tout dit là où il manque des options pour les épargnants? Non, vous avez à peu près tout dit. Effectivement, la réalité, c'est que donc on a la gestion libre, c'est-à-dire l'épargnant choisit lui-même ses supports. À l'autre extrémité, la gestion pilotée, où là, il va laisser une société de gestion choisir les supports pour lui. On va rajouter une option supplémentaire qui est la gestion pilotée à horizon, c'est-à-dire qui va surtout correspondre au plan d'épargne retraite, dans la mesure où on sait quand on va s'apprendre sa retraite, on a une échéance, et donc il va y avoir des propositions de systèmes automatiques de désensibilisation de l'exposition pour être peu exposé dans les dernières années avant la retraite. Ça va être la gestion pilotée à horizon. À horizon, ce qui veut dire en fait que on peut prendre entre guillemets plus de risques pour rechercher plus de performance au début, et plus on s'approche du moment où on va devoir toucher en rente ou en capital le fruit de ces investissements, on réduit le risque progressivement, c'est ça? Exactement. En arbitrant de la gestion pilotée vers un support dit support de sécurité, qui est forcément un support de faible risque de type monétaire plus. Et c'est tout? Ou il y a la gestion déléguée aussi? Alors la gestion déléguée ou gestion conseillée, c'est-à-dire que là, ça va correspondre à des gens qui interviennent via un courtier, et c'est le courtier qui va les conseiller. Donc techniquement, vis-à-vis de l'assureur, ils vont être en gestion libre, mais ils ont pu donner un mandat d'arbitrage à leur courtier pour que le courtier agisse à l'intérieur de leur contrat. Donc ils gardent la main, c'est-à-dire qu'ils peuvent révoquer ce mandat d'arbitrage, ils peuvent ne pas suivre les conseils, ils sont techniquement en gestion libre, mais en réalité ils sont conseillés par leur courtier. Guillaume Essette, alors là on a cité différents types de gestion. Ça marche autant sur un contrat d'assurance vie ou un PER? Alors hormis effectivement le piloté à horizon dont on imagine qu'il fonctionne quand même plus sur un PER, mais sinon on peut choisir sur les deux types de véhicules d'investissement tous ces types de gestion? Oui, tout à fait, on peut les choisir. En fait, techniquement, le PER n'est qu'une assurance vie avec un avantage fiscal à l'entrée et des règles spécifiques à la sortie. Alors c'est vrai que dans le cas du PER, on connaît a priori, à peu de choses près, l'âge de son départ à la retraite. Donc ça peut être tentant de s'orienter vers la gestion à horizon. J'ai 15 ans devant moi, automatiquement le contrat va s'adapter. Il y a quand même un bémol à apporter selon moi, c'est que cette gestion à horizon qui est intéressante quand on est jeune peut-être, est un peu plus discutable quand on s'approche de la retraite. Pourquoi? Je reprends ce que vous disiez. À l'approche de la retraite, automatiquement, le contrat se sécurise. Ce qui peut sembler une bonne chose en théorie, mais en pratique, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que très rares sont ceux qui réellement, le jour où ils partent à la retraite, vident leur PER. Pour des questions fiscales, puisque les sorties sont fiscalisées, la bonne pratique quand on a un PER un peu important, c'est de sortir de façon fractionnée. Et ça s'étale parfois sur très longues années. En rente ou en capital fractionné. D'accord, ok. Comme sur un contrat d'assurance vie, on peut décider de sortir 10 000 euros cette année, puis rien l'année d'après, puisque pas de besoin, 20 000 euros la suivante, ou de sortir 500 euros par mois, peu importe. Et donc cette sortie en capital fractionné, comme elle est plus souple que la rente, et qu'elle n'aliène pas le capital, est souvent retenue par les clients. Là, ça veut dire qu'on pourrait continuer à rechercher de la performance même lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite, et ça pourrait remettre en cause des stratégies de gestion pilotée à l'horizon pour ceux qui souhaiteraient continuer finalement à chercher de la performance, c'est ça?
Absolument, puisqu'en pratique, quelqu'un qui part à la retraite aujourd'hui, il a statistiquement plusieurs décennies de retraite devant lui. S'il envisage d'utiliser le PER comme revenu d'appoint régulier ou ponctuel pendant quelques décennies, l'argent qui va sortir dans 10 ans, il n'y a a priori pas de raison de la mettre en sécuritaire aujourd'hui et de prendre un rendement faible pendant 10 ans, alors qu'en fait l'horizon de temps sur une partie du PER est long, donc il faut savoir segmenter peut-être le PER en différentes poches, une poche de court, une poche de moyen, une poche de long terme, pour optimiser la gestion en retraite, parce que la retraite, ça dure 20 ou 30 ans. Et alors, au-delà de cette gestion pilotée à horizon, je vais vous poser la question à tous les deux, mais on commence avec vous, Guillaume Essette. Qu'est-ce que vous voyez le plus en matière de type de gestion? Qu'est-ce qui revient le plus dans les demandes? Ou qu'est-ce que vous proposez le plus? Est-ce que vous avez des convictions? Est-ce que c'est les épargnants qui ont des convictions sur le type de gestion? Alors, pour les PER dont les montants sont les plus importants, et pour les clients qui veulent être vraiment actifs dans la gestion de leur épargne, la gestion conseillée, c'est la solution la plus évidente. Donc nous, en tant que professionnels, notre rôle, c'est conseiller. On l'avait pas cité. On avait dit délégué, piloté ou libre. Oui, c'est une, comme le disait mon confrère, c'est une variante de la gestion libre. Techniquement, elle est libre, mais en pratique, elle est conseillée. Le client va valider les arbitrages proposé par son conseil. D'accord. Et ça, quand on fait de la gestion libre conseillée, est-ce que ça veut dire que dans les faits, on change d'allocation tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, ou simplement on l'a choisi au départ et on se repenche dessus quelques années après? On n'en change pas nécessairement. Une allocation qui est bien construite à l'origine, elle peut durer. Néanmoins, les circonstances et les objectifs du client, elles, peuvent évoluer. Les circonstances et les opportunités sur les marchés peuvent évoluer aussi. Mon école, c'est plutôt une allocation solide et laisser les gérants gérer. Il faut du temps pour faire de la performance, adapté lorsqu'il le faut, mais pas d'arbitrage hyper fréquent qui finalement occasionne parfois des coûts et rarement de la surperformance. Christophe, Olivier, même question. Vous constatez, vous aussi, que finalement la gestion conseillée, la gestion libre, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui auprès des épargnants, cette idée qu'on peut choisir soi-même dans quoi on investit? Alors, c'est la majorité de ce que nous avons auprès de nos clients. Après, normalement, le mode de gestion, il devrait être la résultante de l'interrogation de connaissances clients et de profil de risque. C'est-à-dire que c'est bien le travail du courtier que d'essayer de comprendre si son client est novice, informé ou expert en marché financier, s'il a l'expérience ou pas des marchés financiers. Et par rapport à ce que le courtier va donner, il va donner une recommandation. Il se trouve que nous avons une base de clientèle qui est plutôt une base de clientèle CSP+, dont une grande partie ont une expérience financière significative et donc ils optent pour de la gestion libre, d'autant plus qu'on offre un PER qui donne accès à une centaine d'ETF et de titres vifs en direct. Donc il y a une gestion qui peut être assez offensive de la part. Ça veut dire est-ce que gestion libre veut dire gestion active? Pas forcément. Alors, gestion libre peut vouloir dire 100% en fonds euros. Ouais. C'est de la gestion libre que de mettre 100% en fonds euros, en réalité. Ça peut être 50% de fonds euros parce qu'on veut bénéficier d'un bonus de collecte qui est dépendant du pourcentage de fonds euros qu'on a, ce qui est très à la mode aujourd'hui. C'est actuel, en tout cas, oui. Voilà. Et puis, les 50 autres pourcents, on va les mettre dans des fonds obligataires plutôt court terme, peu risqués, pour garder, par exemple, une allocation prudente. Donc ça, c'est la majorité de ce qu'on a. Après, on a évidemment des gens qui n'ont pas d'expérience, qui sont novices, et là, forcément, on les incite extrêmement fortement à aller prendre de la gestion pilotée. Alors, équilibrée ou dynamique, on fait très peu de gestion pilotée prudente, pour une simple raison, c'est que le fonds euro est une forme de gestion prudente, pilotée par l'assureur, à des frais qui sont plus compétitifs généralement que d'aller faire un empilage de fonds obligataires. Guillaume Essette, la gestion pilotée, si je comprends bien, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien. On peut caricaturer comme ça, ou il y a aussi ceux qui, globalement, considèrent qu'un expert financier dédié à ça fera toujours mieux que ce qu'un particulier peut décider de faire? La gestion pilotée, c'est déléguer le choix des supports
à un spécialiste. Donc ça va intéresser ceux qui cherchent la simplicité, ceux qui n'ont pas de temps à consacrer à la gestion de leur contrat. Ça peut aussi intéresser ceux pour qui finalement c'est une petite partie de leur patrimoine. Ils font des versements réguliers pour des raisons fiscales, mais l'essentiel de leur patrimoine est ailleurs. Et donc, c'est pas là-dessus qu'ils vont se concentrer. Alors ensuite, il y a la gestion pilotée à horizon. Qui se désensibilise, on en a parlé à l'approche de la retraite, et qui peut être intéressante pour certains clients qui ne sont pas dans l'état d'esprit d'assurer un suivi année après année de leur contrat. On en a pour notre part assez peu, mais ça existe. On peut avoir des épargnants qui mettent une petite somme et n'ont plus du tout envie d'y penser pendant des années. Là, la gestion pilotée qui se désensibilise peut avoir son sens. Est-ce qu'il y a une gestion qui est plus chère qu'une autre, pilotée avec plus d'arbitrage par exemple, ou alors libre et volonté de plus bénéficier de moments de marché qui à la fin coûte plus cher? Vous vous rendez compte, vous, un petit peu avec le recul de l'impact que ça peut avoir? Alors là, chaque assureur a sa politique en termes de frais. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire une distinction entre la gestion sous mandat, avec une société de gestion qui a un mandat et qui a des honoraires de mandat qui viennent se rajouter aux frais du contrat, de la gestion pilotée qui, chez la plupart des assureurs, n'occasionne pas de surcoût. Ensuite, quels sont les fonds retenus dans la gestion pilotée? Là, c'est vraiment le détail et c'est ce qu'on regarde avec nos clients, puisque d'un assureur à l'autre, les frais et les performances sont très variables. Je pense qu'on a tout dit sur le sujet, messieurs. J'espère qu'on aura répondu aux questions que vous pouvez vous poser sur le type de gestion. De toute façon, si je comprends bien, c'est l'épargnant qui choisit à la fin, quels que soient les conseils qui sont donnés. Il choisit au début et il serait bien qu'il se remette en cause aussi en cours de vie du contrat. D'accord. Pour quelle raison? Parce que la vie évolue, qu'on peut avoir des évolutions qui font que le profil change et que les objectifs ne sont plus les mêmes sur cette partie de leur épargne qu'est leur PER. Merci, messieurs. Merci, Christophe Olivier, directeur général de MyPension Expert. Merci également, Guillaume Essette, directeur associé de Gfineo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.